Et je ne parlerai pas de l'effet mirage dont vous avez parlé tout à l'heure, mais je parlerai. L'effet mirage, finalement, c'est simplement dû au fait que, voilà, ici vous avez un objet. Un objet, il faut toujours le prendre au sens de la perception que va avoir l'œil. C'est une source de lumière. Donc il va envoyer de la lumière, par exemple, directement comme ça dans l'œil de ce chamelier, mais il va aussi avoir des rayons qui vont partir vers le sol. Et là, le fait qu'il y ait une variation de température très forte entre le sol et l'air, au fur et à mesure qu'on s'élève dans l'air, eh bien, ça va courber les rayons lumineux. Et donc le chamelier, ici, il aura l'impression que ce qui vient ici, que la partie supérieure du palmier vient d'ici. Et donc, ça donne cet effet de mirage, cet effet de réflexion apparente, et donc, quelquefois, l'illusion qu'il y a de l'eau, un petit peu comme ici, dans le désert. Donc, ça, c'est, je dirais, un petit peu les illusions. Et donc, maintenant, nous allons parler un peu de quelques moyens de retrouver, je dirais, cette perte d'information. Alors, je ne sais pas, j'ai quelques exemples, j'espère que ça pourra un peu vous convaincre. Quelques exemples qui sont quelquefois basés sur des effets physiques simples. Par exemple, ici, on voit un espèce de brouillard interstellaire qui empêche l'observation de la nébuleuse d'Orion. Mais en définitive, si on change un petit peu de la longueur d'onde d'observation, si on passe ici du visible à l'infrarouge, on s'aperçoit que le brouillard est beaucoup moins gênant. C'est vrai aussi pour les voitures. On a des phares anti-brouillard qui sont rouges ou rouge profond. Et même maintenant, on voudrait équiper les voitures avec des caméras qui vont un petit peu plus loin dans l'infrarouge pour avoir moins d'effet moins l'effet du brouillard. Alors, on peut aussi imaginer des choses encore plus indirectes. Vous voyez ici, par exemple, j'ai pris cet exemple parce qu'il touche le monde médical, c'est pour voir finalement la vascularisation dans des zones du corps. Alors, on n'arrive pas à voir, à part des veines très superficielles, et même quand on voit les veines, on n'arrive pas à dire si la vascularisation est bonne ou pas bonne. Donc il y a des méthodes, Doppler, etc. Mais ici, par exemple, on peut voir que si la vascularisation est bonne, par exemple sur une jambe plutôt que sur l'autre, eh bien cette jambe sera plus chauffée alors que l'autre sera plus froide. Et donc en regardant les caméras infrarouges qui finalement, dont l'émission reflète la température du corps, eh bien on arrive à ce moment-là à remonter, vous voyez, quelque chose qu'on ne peut pas voir directement. C'est un peu indirect. Il y a d'autres exemples qui sont pris alors dans le domaine de l'astronomie. Qu'est-ce qui se passe en astronomie, même sans être astronome? Si vous regardez le ciel, vous voyez les étoiles danser, et finalement cette danse des étoiles est due aux turbulences de l'atmosphère. C'est-à-dire qu'en gros, si j'observe une étoile, même toute petite, ou deux étoiles, je ne peux pas faire la différence. Voilà, par exemple, ici, il y a deux étoiles. Si je les observe avec la lunette qu'il faut, ou le télescope qu'il faut, je vois une grosse tache, et je ne suis pas capable de voir la structure fine qui est entre les deux. Pourquoi? Parce que l'atmosphère, vous voyez, est turbulente, et la turbulence de l'atmosphère, un peu comme l'effet mirage tout à l'heure, va changer la direction des rayons lumineux, et ce changement de direction va vous donner une tache au lieu de vous permettre d'observer, je dirais, le détail des choses. Pardon. Donc ici, par exemple, vous voyez, ça c'est l'image d'une étoile, enfin c'est le signal venant de l'image d'une étoile quand on a corrigé finalement des déformations de l'atmosphère, et ici c'est ce qu'on avait avant. Donc vous voyez qu'en plus, même en quantité d'informations ou en rapport entre le signal et le bruit, on peut faire des grandes corrections. Alors comment ça marche? Finalement, pour ne regarder que cet élément, c'est un petit peu comme quand vous allez à la foire du trône, vous voyez ces miroirs déformants. Ces miroirs déformants, vous pouvez imaginer qu'on pourrait mettre un deuxième miroir en face du premier. Donc le premier miroir déformant, c'est l'atmosphère, et le deuxième miroir déformant, c'est celui que vous mettriez en regard du premier pour avoir la déformation complémentaire, enfin, ou à la première, pour y situer l'image. Et donc ici, finalement, l'atmosphère va distordre ce qu'on appelle le front d'onde, c'est-à-dire les rayons qui arrivent, par exemple, de l'étoile, et donc on a un miroir déformé qui va compenser cette première déformation. C'est ce qu'on appelle en astronomie l'optique adaptative. Et alors, assez récemment, et je travaille en particulier avec des gens au 15-20 sur ce sujet, on a introduit l'optique adaptative pour l'œil, pour corriger en quelque sorte les aberrations de l'œil. Je ne vais pas vous expliquer techniquement, mais vous voyez ici, par exemple, pour certaines pathologies, il est assez important de pouvoir observer finalement les cellules, les cônes. Et les cônes, je pourrais revenir, parce qu'il y a aussi, la nature a bien fait les choses pour ce qui est de la quantité d'informations, c'est-à-dire que les cônes, dans une tâche minimale que peut voir un œil de bonne qualité, il y a deux cônes. Et ça répond tout à fait au théorème de l'échantillonnage, je dirais, dérivé de la théorie de l'information. Mais enfin, bon, passons là-dessus. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'on peut corriger les aberrations de l'œil, comme ici. Ici, on ne voit pas les cellules. Ici, on a une assez bonne visualisation de l'état des cellules de la rétine. Alors, dernier peut-être petit exemple.
Ici, c'est un verre dépoli, et donc la surface rugueuse de ce verre dépoli empêche de voir cette espèce de damier qui se trouve en dessous. Et donc, est-ce qu'on peut finalement se débarrasser de ça? Il y a différentes solutions. Une solution consiste, par exemple, ici, j'ai mis une goutte d'huile. Qu'est-ce qu'elle fait, cette goutte d'huile? Elle a à peu près les mêmes caractéristiques, finalement, que le verre, pour ce qui est de ce qu'on appelle l'indice de réfraction. C'est-à-dire donc cette goutte est transparente, mais ça ne m'empêchait pas de voir. Et ici, en adaptant finalement deux quantités physiques, donc on appelle l'indice de réfraction, eh bien on arrive à voir en dessous. Et puis quand j'ai fait cette photo, je suis revenu une demi-heure après, je n'avais pas vu, la goutte, ça s'était complètement étalé. On voit très bien finalement le damier qui était masqué avant. Donc voilà une façon de retrouver, je dirais, la transparence. Alors là maintenant, je vais peut-être truander un petit peu, mais il faut que vous le sachiez. Je ne sais pas si vous avez vu, parce que vous êtes des gens qui avaient l'air très sérieux, les films d'Harry Potter, avec la cape d'invisibilité. En tout cas, de toute façon, même si vous ne voulez pas y aller, vos enfants vous emmèneront. Donc en gros, finalement, je dirais, il y a deux aspects. Je crois. Dans la diapositive suivante, j'ai quelque chose de peut-être de meilleure qualité. Ici, par exemple, on voit, vous voyez, ce camion. Ici, on voit qu'il y a un personnage devant. Et finalement, par exemple, on voit les roues du camion à travers le personnage. En fait, comment on fait ça? Il y a une première caméra qui filme le paysage derrière le personnage, et puis il y a un rétroprojecteur, un vidéoprojecteur comme ça, qui va projeter ça sur le personnage qui est habillé en blanc. Donc ça, c'est un truc. Mais finalement, il y a aujourd'hui pas mal de physiciens qui se posent, et de physiciens, mais les militaires s'y intéressent beaucoup pour des raisons évidentes, qui se demandent si on ne peut pas fabriquer des objets matériels qui ne sont pas physiquement transparents, mais tels que les ondes. Vous voyez ici, finalement, si on envoie des rayons lumineux, voilà un objet transparent, j'envoie des rayons lumineux, ça va passer à travers. Et voilà un objet qui n'est pas transparent, qui est même complètement opaque, mettons ce cercle. Mais si je pouvais m'arranger pour que les rayons le contournent et puis se retrouvent de l'autre côté et ressortent parallèles, et bien à ce moment-là, j'aurais réalisé ce que les Américains appellent le clocking, et donc cette espèce de manteau d'invisibilité, c'est un peu le terme qui est employé. Donc il y a beaucoup de recherches actives et il y a quelques premiers essais très académiques, mais qui commencent à montrer qu'on peut obtenir ça. Alors voilà, l'exemple que j'avais trouvé assez bon, c'est un film du web que j'ai. En fait, vous voyez, ce personnage, on lui projette dessus, bien sûr, ce qui est à l'arrière. Mais en fait, je ne sais pas si vous le remarquez, parce qu'on le devine un petit peu, il est déjà là, ici. Mais là, il est complètement masqué. Ici, j'ai laissé ses mains ou une partie des choses. Donc ça peut, je dirais, on peut quand même donner une illusion de transparence. Bon, enfin, je voulais vous dire quand même que la transparence, ce n'est pas une chose, je dirais, qui pour le physicien est quelque chose, je dirais, d'unique. Je peux avoir un matériau transparent, puis je peux avoir un deuxième matériau transparent, ils n'ont pas les mêmes propriétés. Et bon, cet exemple est banal, mais enfin, il touche le biomédical. C'est par exemple les cellules. Souvent, les cellules sont transparentes à la lumière visible. Et finalement, il a fallu attendre, je crois, les années 50 pour que des méthodes, disons, qui permettent de faire des interférences, permettent de voir à travers. Par exemple, ici, vous voyez, l'eau dans laquelle la cellule est transparente, la cellule elle-même est transparente, le noyau peut l'être également. Néanmoins, si on fait une image, voilà, ça c'est l'image normale, et puis on peut la rendre visible par des procédés physiques qui sont, je parlerai tout à l'heure un peu des interférences, qui sont directement liées à ça. Alors enfin, bon, ça c'est peut-être pas tout à fait dans le thème de la transparence, mais j'avais trouvé cette image pour conclure cette partie-là. Cette image, vous voyez, à double sens, où je ne sais pas si vous voyez d'abord les deux vieilles personnes qui sont face à face ici, ou si vous voyez, par exemple, ces deux Mexicains, vous voyez les chapeaux mexicains et la pile de bols, et puis bon, il y a une maison, etc. Donc je dirais, bien sûr, ça c'était un peu pour dire que peut-être que l'image que j'ai pris comme base, en gros, de la transmission d'informations, c'est peut-être un petit peu dangereux quand même. Alors l'autre exemple aussi, c'est, on a parlé au début de quantité d'informations, mais là encore, bon, ça fait partie, je dirais, même de la théorie d'information. Il faut savoir à qui on s'adresse et quelle est l'éducation des gens qu'on a reçus. Et bien sûr, ici, vous voyez un chameau avec moult détails, il n'y a pas d'ambiguïté, et je pense que là aussi, vous voyez un chameau, et pourtant, c'est très minimaliste. Donc je dirais, oui, enfin, il faut manipuler, bien sûr, ces concepts avec beaucoup de précautions, mais je vois bien que c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Alors, combien il me reste de temps, là ? 10 minutes. Bon, donc je vais essayer là de passer, enfin, moi qu'il y ait des questions ou qu'il y ait des points qui n'aient pas été clairs, je vais passer donc dans
un petit peu dans l'imagerie du corps humain et l'imagerie en utilisant la lumière. Bon, d'abord, vous avez vu, je ne sais pas, que si je mets ce laser qui n'est pas très puissant sur mon doigt, je ne sais pas si vous voyez un peu de lumière rouge passer, mais en fait, c'est quand même c'est pas une transmission qui est directe. Alors, je voulais juste remettre les effets dans l'ordre de grandeur. Bon, Madame Femme a parlé du projet Virgo, je n'ai pas le temps d'en parler, c'est un projet astrophysique pour détecter des ondes de gravitation, et on a besoin d'optiques d'une qualité exceptionnelle. Et donc, je dirais, ces matériaux, un peu comme la silice des télécommunications, permettraient d'observer, voyez, des scènes à peut-être 100 km sans qu'il y ait d'absorption. Quand on est dans le brouillard, eh ben, selon je dirais l'importance du brouillard, on peut voir les choses sur 10-100 mètres. Et si je prends les tissus biologiques, par exemple ici, cette souris, on n'arrive pas à voir au-delà de 100 microns. C'est vraiment très difficile. Donc vous voyez, entre ça et ça, il y a 1 milliard à peu près en différence de pénétration de quelque chose de net. Donc, bon, je voudrais aussi vous dire, parce que finalement, il y a deux mondes dans les images. Il y a le monde de l'optique et de la microscopie, et puis il y a le monde, je dirais, de la médecine. Et finalement, vous voyez, depuis Pasteur, et même bien avant Pasteur, les gens travaillaient avec des microscopes et avaient l'habitude de regarder des objets petits et sur des épaisseurs assez faibles. Et il n'y avait pas de problème, et il y a eu d'énormes progrès depuis Pasteur. Je ne veux pas vous montrer la version moderne de cette image, mais je dirais la microscopie a vraiment explosé, même encore ces dernières années, et continue à exploser. Et puis, vous voyez, j'ai pris ce tableau de Georges de la Tour. Vous voyez, on voit bien ce que je vous ai montré tout à l'heure, qu'à travers les doigts de cette jeune femme,